On pense souvent qu'on va avoir le temps de s'y préparer, de comprendre, de le digérer. Mais quand un diagnostic de fin de vie tombe, dans une vie qui continue de rouler, c'est un immense choc. On tombe dans une espèce de brouillard qui nous sépare de la réalité. On n'ose pas toujours en parler, on a de la difficulté à comprendre nous-mêmes qu'est-ce qui se passe, et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Je m'appelle Geneviève Léger, je suis accompagnante en fin de vie et au deuil, et aujourd'hui j'avais envie de vous partager ce moment où j'ai appris moi-même au chevet de ma mère le pronostic de sa fin de vie. Quand on entend les mots, il ne reste plus beaucoup de temps. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Je peux vous dire exactement, j'ai encore l'image dans ma tête de quand on m'a annoncé ça, au chevet de ma mère à l'urgence de la Cité de la Santé. Une première fois, son pronostic était tombé une première fois malade, puis on nous avait dit il y a 4 ans et demi de vie qui sont considérés là, en fonction de son état de santé. C'est comme si j'écoutais ce que la médecin disait, mais en même temps, j'étais comme détachée de tout ce qui se passait. C'est comme si tout devenait embrouillé autour, tout tournait au ralenti. Puis en même temps, je voulais rester forte pour ma mère, je voulais garder espoir. Puis il y avait une partie de moi qui se disait, ça n'arrivera pas. Ma mère, elle va défier ce pronostic-là. Puis je pense que c'est important de s'accrocher à l'espoir, effectivement. Mais il y a aussi une partie de nous, des fois, qui tombe dans le déni. Le déni, c'est pas mauvais, c'est pas un défaut. C'est un mécanisme de défense pour survivre quand un trop grand choc arrive dans notre vie. Il est là pour nous protéger, pour nous permettre de continuer à vivre malgré cette énorme douleur. Après le diagnostic, il y a aussi une phase un peu étrange où comme faut continuer la vie, faut comme continuer de faire nos choses, pas comme si de rien n'était, mais comment on le vit, comment on continue avec ça en tête tous les jours. Puis moi, le déni est vraiment entré à ce moment-là dans ma vie. Puis autant des fois, j'ai comme des regrets parce que je me dis, si j'avais pas été dans le déni, peut-être qu'il y aurait eu des activités, des conversations que j'aurais pu avoir avec ma mère. Puis c'est là pour moi que l'accompagnement fait tout son sens parce que faut pas rien forcer non plus, mais d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui peut nous guider à travers ça pour nous permettre qu'on soit la personne en fin de vie, les proches, de vivre cette transition-là, de l'accueillir, mais également de voir c'est quoi nos besoins derrière ça, c'est quoi nos peurs, c'est quoi nos désirs, puis de le vivre selon les volontés de nous, de la personne. Puis quand je parle du déni, tu sais, j'ai toujours deux versions. Autant j'ai la culpabilité qui est entrée en fil de compte, mais autant, comme je disais, euh, le déni a ses beaux côtés dans le sens où ces 4 ans et demi de vie-là, j'ai traité ma mère comme une vivante et non pas comme une mourante. Et je pense vraiment que c'était le souhait de ma mère. C'est peut-être pour ça qu'on n'en parlait pas tant parce que elle voulait vivre. Elle voulait pas qu'on pense toujours à sa mort. Elle était vivante, puis elle voulait continuer que nous, on vive nos vies sans trop d'inquiétude. Donc, je pense qu'elle nous a comme transmis ça. Euh, Puis, oui, j'ai eu certaines discussions avec elle durant ces années-là, euh, mais j'ai pas eu toutes les discussions que j'aurais aimé avoir. Puis, je pense que c'est de là aussi le besoin d'accompagner les gens aujourd'hui pour pouvoir leur offrir cette possibilité-là, cet espace-là, cette lucidité-là que quand on est de l'extérieur, on peut avoir. C'est pas de rester non plus dans le déni, puis c'est bon l'espoir, mais en même temps, il faut aussi prendre en réalité que le pronostic qui est donné par les médecins, c'est quand même une probabilité. Donc, comment on vit, comment on se prépare à l'impréparable, en fait. Est-ce qu'on a des legs qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut vivre certaines activités, avoir certaines conversations? Est-ce qu'on veut juste la paix puis ignorer ça jusqu'à la fin? L'important, c'est que la personne qui reçoit le diagnostic et ses proches tendent vers une sérénité et le moins de regrets possible, en fait. Et donc, c'est ça, comme je disais, dans le fond, le 4 ans et demi, dans le déni, pour moi, ça m'a aussi protégée de vivre dans une certaine forme d'angoisse pendant toutes ces années-là.
Quand on se couche le soir et qu'on pense toujours que peut-être notre mère va mourir pendant la nuit, c'est des grosses angoisses, c'est un stress que le corps n'est pas toujours en mesure de gérer, donc il va se protéger de ça et c'est tout à fait OK. C'est tout à fait OK, mais de le voir, de le comprendre, puis de l'accepter avec paix, ça demande beaucoup de lucidité, ça demande une certaine forme d'expérience aussi avec cet événement-là, puis ça demande des fois un détachement que quand on est dans la situation, on ne voit pas. Alors, si ça résonne pour toi, si tu vis un choc de l'annonce d'un diagnostic de fin de vie, que tu as envie qu'on en parle ensemble, que tu sois une personne en fin de vie ou un proche, écris-moi en privé ou va réserver ton appel gratuit sur ma page Instagram. On va regarder ensemble ce qu'on peut faire, on va discuter des besoins, puis on va voir si on peut travailler ensemble pour la suite des choses. Et si tu le souhaites aussi, partage cette vidéo-là avec le plus de gens possible. C'est un métier qui est encore méconnu, mais qui peut tellement faire de bien. Puis on n'a pas de prise d'eux à notre mort. On meurt une fois. Donc, si on peut mettre tout en place pour le vivre de la plus belle des façons, malgré toute la souffrance, la tristesse, les deuils que cela peut engendrer, eh bien, faisons-le. Alors, au plaisir de vous parler. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.